Bonjour les copains. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo, hein. On est le 1er mai, fête du travail. J'ai jamais compris pourquoi on appelait ça la fête du travail, puisque justement on travaille pas. Voilà, donc on va essayer de se détendre un petit peu, hein, si possible, et puis on va aborder des sujets. On va essayer d'aborder un peu la psychologie, un petit peu les études comportementales. On va essayer de faire des choses un peu plus imagées, et je vais essayer de revenir aussi sur les bases, parce que vendredi, j'ai revu un copain que j'avais pas vu depuis 20 ans. Il m'avait téléphoné, puis il m'a demandé de me voir, et puis quand on s'est rencontrés, très vite la discussion s'est axée sur, enfin ces questions se sont axées sur qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir laisser à mes enfants quelque chose. Est-ce que tu penses que je dois faire de l'immobilier ou ceci ou cela? Et effectivement, donc ce copain avec qui j'avais travaillé, parce que j'avais travaillé pour son papa qui avait une société d'import-export, et j'avais été un petit peu commercial pour son papa, et donc à l'époque où j'étais cheminot d'ailleurs, hein, puisque je cumulais plusieurs boulots à l'époque, comme un peu maintenant d'ailleurs, hein. Je cumulais plusieurs boulots pour gagner plus et pour investir plus. Donc en fait, et pour essayer de devenir riche en fait, hein, qui a été depuis que je suis très jeune, un de mes objectifs. Voilà, donc j'ai pas honte à ça, mais en gros, la discussion que j'ai eue avec cet ami, donc vendredi dernier, là, ça m'a un petit peu interpellé, et cette vidéo va lui être dédiée, hein. Je vais essayer voilà, de revenir sur pas mal de choses que j'ai dites, et puis d'essayer de faire en sorte que tout ce qui est important soit reprécisé encore, et que voilà, que vous puissiez un petit peu graver dans dans votre fort intérieur ce qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit pour progresser. Et on va commencer tout simplement par quelque chose que j'ai pas compris tout de suite, quand j'ai décidé de me lancer dans les affaires, d'essayer de gagner de l'argent, le plus d'argent possible, et de toujours réinvestir le peu ou le plus que je gagnais. Et en fait, c'est une chose que j'ai très vite compris, en fait, à l'armée, hein, puisque à mon âge, hein, j'ai eu malheureusement eu besoin de faire mon service militaire, et donc à l'armée, quand je suis rentré sous les drapeaux, avant de faire les stages commando et tout le bordel, et tout le truc, ben, on nous a mis en rang, et puis on nous a insultés, on nous a fait des choses que je souhaite à personne. Et en gros, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que il y avait un gradé qui était là, et qui m'avait dit, voilà, dans la vie, il y a deux camps. Il y a le camp des baiseurs, puis il y a le camp des baisers. Alors, bah, choisis ton camp, et puis à bon entendeur, salut, puis rompez les rangs. Puis voilà, tout le monde est reparti dans sa chambrée, et, et en fait, oui, peut-être que la seule chose que j'ai pu apprendre dans l'armée, c'est qu'effectivement, il faut choisir son camp. Faut choisir où tu veux aller. Il faut choisir ce que tu veux devenir. Et pour cela, il faut être fort. Et parfois, effectivement, il faut s'inspirer de cette histoire de ce que les Chinois appellent le yin, le yang, les éléments positifs, négatifs.
Et puis dans cet esprit de positif, négatif, du jour, de la nuit, du féminin, du masculin, il y a aussi les baiseurs, les baisers. Et personnellement, moi, je sais pas vous, mais je préfère pas faire partie du camp des baisers. Voilà, donc effectivement, ça a été une des premières leçons de ma vie qui, qui m'a servi pendant tout le temps que j'ai été sous les drapeaux, parce que sous les drapeaux, si tu faisais toujours partie des baisers, bah, c'était toi qui te tapais les premières alertes, les gardes qui partaient en manœuvre, jouer à la guerre, etc. Puis si tu arrivais à te démerder, bah, tu rentrais chez toi et puis tu avais plus de, voilà, on appelait ça des permissions, et tu avais plus de congés que les autres, en fait. Tu pouvais rentrer le week-end chez toi, etc. etc. Et donc, effectivement, tout ça, ça fait partie de la vie, en fait. Hein. C'est tes premiers pas dans la vie. Enfin, ce fut mes premiers pas dans la vie, mais ça a été formateur parce que, en fait, ça m'a permis ensuite de voir que au sein des classes que après on retrouve hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Quand on quitte l'armée, après effectivement on n'est plus assujetti à toute cette pression. Voilà, que si tu suis pas, si tu n'obéis pas aux ordres, on va te foutre en tôle, etc. etc. Et donc effectivement, j'ai toujours été un petit peu quelqu'un qui ouvrait sa gueule, et donc effectivement bah ouais, j'ai été en tôle, et puis effectivement j'ai pas mal morflé, mais j'ai aussi appris à fermer ma gueule, parce que sinon ta vie, enfin ma vie aurait été encore plus dure. Et donc après, ensuite, dans la vie civile, quand je suis retourné dans la vie civile, bah, je suis retourné dans la boîte où je bossais, hein, puisque j'avais bossé dans pas mal de boîtes. Et puis j'avais ensuite choisi la voie de rentrer à la SNCF fonctionnaire, comme mes parents m'avaient poussé à faire. Loin de ce que je voulais faire, en fait, hein, puisque je voulais faire des affaires, faire du business, etc. Et puis, donc, dans la vie courante, j'ai compris qu'il y avait il y avait en fait trois catégories d'individus. Il y avait les riches, il y avait la classe moyenne, puis il y avait les pauvres. Alors, effectivement, les riches, on peut dire que ça fait partie des baiseurs, quoi, en gros, hein, puisqu'ils font travailler les pauvres, voire la classe moyenne aussi. Bah, ils se permettent, puisqu'ils ont de l'argent, ils ont du piston, voilà, ça leur permet de faire échapper, à l'époque, hein, ça permettait à ces gens-là de faire échapper à l'armée à leurs enfants. Hein. Beaucoup de riches ils faisaient des études, et puis donc ils faisaient pas l'armée, quoi, en gros, hein, ils étaient pas baisés. Alors que nous, les pauvres, enfin, moi je suis fils de cordonnier, hein, donc j'étais donc pauvre par essence, je suis sorti du caniveau, hein. Et voilà, il a fallu que je perde un an de ma vie à passer sous les drapeaux. Alors on perd jamais son temps, hein. Moi j'ai appris des choses, hein, pendant ce temps-là. Par contre, effectivement, j'ai pas été productif en termes euh, de rendement, hein, puisque j'ai pas travaillé, donc j'ai pas capitalisé du salaire, et donc de par ce même, j'ai pas étudié non plus pendant ce temps-là. Donc alors que les riches, eux, pouvaient continuer à étudier, voire monter des business, etc. Voilà, donc dans le pays où on parle d'égalité, fraternité, etc., etc. Bon, bref, je me suis pas retrouvé en fait dans tout ça. Et je me suis dit, un petit peu à l'image de baiser, baiser, choisis ton camp. Moi, j'ai envie de choisir mon camp aussi, hein, riche, riche, ouais, ça me va bien. Et donc, en gros, j'ai choisi cette orientation d'essayer, tout du moins d'essayer, hein, je dis bien essayer, parce que devenir riche, c'est un grand mot. Parce que dans toutes ces trois classes d'individus qu'on retrouve hein, dans le monde entier, hein, pas seulement en France, dans les riches, il y a les ultra riches, il y a les très riches, et puis il y a les riches. Dans la classe moyenne, il y a pareil, il y a la classe moyenne supérieure, et puis il y a la classe moyenne inférieure.
Et puis dans les pauvres, il y a les pauvres, surtout dans un pays comme la France, les pauvres assistés qui vivent, on va dire, quasiment comme la classe moyenne, grâce à toutes les allocations, logement, allocations familiales, etc. Ils arrivent même, dans un pays comme la France, à vivre mieux que la classe moyenne. C'est assez frustrant des fois pour les gens qui, comme moi, ont beaucoup travaillé, mais c'est ainsi dans notre pays. Mais aussi, on a aussi les très très pauvres, vraiment les pauvres, et puis aujourd'hui on a tout un tas de migrants, de gens qui viennent, qui sont plus que pauvres, hein, ils sont dans la misère, hein, même à l'intérieur même de notre pays, on a des gens très pauvres. Donc voilà, les trois classes d'individus qu'on a dans le monde, et moi, j'aimerais que par rapport à ce constat, vous cherchiez à vous élever dans la société, à changer de logiciel, parce que tout ça m'a fait comprendre que en fait, les riches ont un logiciel différent de la classe moyenne et des pauvres, évidemment, puisqu'ils n'ont pas eu la même éducation. Et voilà, l'éducation, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que je vais toujours vous pousser à lire, à vous informer, à vous remettre en question et à remettre surtout en question tout ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes tout petit. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes tout petit, on vous a mis à l'école, on vous a mis dans les mains de l'éducation nationale, et puis quand on regarde bien, quand on se recule, hein, moi j'aime bien me reculer et puis regarder, quand on recule, moi qu'à l'éducation nationale, on n'a que des gens de gauche qui, pour la plupart, hein, bien sûr, il y a sûrement des gens d'autres idéologies politiques, mais donc on est formaté par des gens de gauche qui plus ou moins vous inculquent que de devenir riche, eh bien, c'est pas bien. Voilà. Et ça, je trouve ça assez incroyable, et c'est pour ça que contrairement aux États-Unis ou en Asie, en France, on a très très peu de gens qui souhaitent en fait, en gros, se lancer dans les affaires, etc. Euh, Peu de gens rêvent d'avoir des belles voitures, une belle maison, etc. D'ailleurs, en France, si vous avez une belle voiture, vous devez y faire gaffe parce que les gens sont jaloux, ils vont vous la rayer, ouais, salaud, putain de riche, machin, etc. Donc on vit dans on vit en fait dans une vision qui est complètement différente de celle qu'on peut trouver en Asie ou aux États-Unis, où les gens cherchent vraiment à se défoncer au travail, à gagner beaucoup d'argent, à investir. Puis aussi, ils n'ont pas le même logiciel, quoi. Beaucoup d'Américains ou en Asie, beaucoup de gens ont monté des affaires, se sont plantés, mais complètement plantés. Euh, Moi-même, je me suis planté. Au début, j'ai fait d'énormes erreurs, etc. Mais chaque fois, je me suis relevé, et je me suis relevé plus fort, et je me suis relevé comme tous ceux qui ont fini par construire quelque chose. Je me suis relevé avec des expériences et surtout une envie encore plus prononcée de vouloir réussir. Ça m'a forgé, peut-être moi personnellement, la rage d'essayer de vaincre, de gagner toujours plus et d'investir plus. Et tout ça, pourquoi? C'est pas pour mourir le plus riche du cimetière. D'ailleurs, je vous encourage à regarder ma vidéo Mourir à zéro, qui explique bien ma philosophie sur l'argent, en fait. Hein. L'argent, ça sert surtout à acheter votre liberté et à pouvoir vivre mieux de votre vivant, tout simplement. Donc, il y a un moment donné, effectivement, qu'il faut amasser de l'argent, qu'il faut construire, mais à un moment donné, il faut aussi évidemment vivre et dépenser. Et donc, globalement, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à changer de logiciel, tout simplement, et euh, de changer vos règles et de remettre en question tout ce qu'on vous a appris à l'école. Et là, maintenant, je vais aborder tout simplement les règles qu'il faut que vous ayez toujours en tête. Surtout si vous êtes jeune, hein, moi j'aurais aimé qu'on m'inculque tout ça dès mon plus jeune âge, de façon à ce qu'aujourd'hui je puisse, je sais pas moi, faire un parcours 10 fois ou 100 fois supérieur à ce que j'ai pu faire aujourd'hui,
Pourquoi? Parce que j'avais pas eu les bases, moi, à l'époque. Donc, je vais essayer de vous donner, en quelque sorte, hein, les grandes lignes de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut essayer d'avoir toujours à l'esprit. Alors, premièrement, il faut investir, investir, investir. C'est la première règle. C'est épargner, en gros, hein, investir. Peut-être qu'au départ, hein, si vous avez un boulot qui ne vous donne pas un gros salaire, vous n'allez pas pouvoir investir la totalité de votre salaire. Mais c'est un mécanisme qu'il faut vraiment mettre en place. Quitte à ce que ce soit au départ un livret de caisse d'épargne, un livret A ou quoi ou caisse, hein, puisque si vous avez, je sais pas moi, 100 euros de possibilités d'épargne mensuelle, vous n'allez pas aller bien loin. Mais si cette épargne mensuelle, même de 100 euros, qui n'est pas grand-chose, mais si vous ne le faites pas, mais même si combien même c'est 20 euros, hein, peu importe la somme, si vous ne mettez pas quelque chose de côté, le problème c'est que vous allez dépenser cet argent et puis vous n'allez pas mettre les mécanismes fondamentaux qui vont vous permettre d'évoluer plus tard et vous amener vers la richesse, puisque vous aurez toujours l'habitude de dépenser tout ce que vous avez. Donc en gros, il faut une partie d'épargne, un pourcentage de vos revenus en épargne. Ensuite, c'est 100 euros par mois, au bout de 10 mois, 12 mois, ça va vous faire 1200 balles. Vous allez commencer à pouvoir investir en bourse, ouvrir un compte PEA, plan épargne action, ou tout simplement un compte titre. Et il va falloir sélectionner des sociétés, des valeurs sur lesquelles vous croyez, et il faut un peu étudier avant d'investir les sociétés que vous allez sélectionner, et essayer de sélectionner des valeurs solides, hein, surtout au départ, hein, si vous commencez à prendre à perdre tout votre capital, ça ne va pas vous emmener très loin, hein. Donc investissez dans des valeurs solides, hein. Je vais en citer quelques-unes comme ça: Coca-Cola, Total, Air Liquide, et puis il y en a plein. La cote, des sociétés qui s'écrouleront jamais, qui crachent du dividende, donc tous les trimestres, tous les ans, tous les mois, suivant les sociétés sur lesquelles vous investissez, vous allez toucher du dividende, et ces dividendes, réinvestissez-les. À partir du moment où vous allez mettre ce mécanisme en place, ça va mettre plus ou moins du temps, plus ou moins, hein, mais il y a un moment donné, forcément, dans la vie, vous aurez des promotions, vous changerez de boulot, vous allez changer de poste ou carrément de société, etc. Vous allez commencer à gagner plus, vous allez pouvoir épargner plus. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez une augmentation de X euros, mettez-en au moins entre la moitié et 80% dans l'épargne, dans les investissements, et puis 20% pour vos, ou 50% dans vos plaisirs personnels, parce qu'il ne faut pas oublier vos plaisirs personnels, parce que un bon investisseur, c'est aussi un investisseur heureux. C'est quelqu'un qui voit son capital grossir, donc il est heureux, hein, il kiffe, hein, il voit son capital grossir, mais en même temps, il voit aussi son niveau de vie s'améliorer. Donc il peut se faire plein de plaisirs, mais aussi il peut faire des plaisirs aux autres, à sa famille, à ses amis, il peut inviter ses amis, il peut faire des cadeaux. Voilà. L'argent, ça sert à être heureux et à rendre heureux les autres, et voire aider les autres, hein. On peut aussi faire du social quand on a de l'argent, alors que quand on est pauvre, on ne peut pas faire de social. On cherche à recevoir des aides. Et c'est un peu bien triste, hein, de vivre toujours au crochet des autres, et de dépendre des aides sociales. Alors après, il en faut, hein, il y a des gens qui n'ont pas, malheureusement, qui n'ont pas les moyens voilà, d'épargner, d'investir, de s'élever dans la société, d'étudier, de bouquiner des bouquins sur la bourse, sur le money management, sur tout un tas de choses. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez compris que c'est important de vous former. Donc, regardez mes vidéos, mais il y en a plein d'autres, hein, des vidéos. Il y a énormément de vidéos de gens qui sont très pointus et qui vont vous donner des conseils, et qui vont surtout vous éviter de faire des erreurs. Alors,
dans la seconde partie hein, de cette vidéo, on va voir un petit peu quelques techniques. Je vais aujourd'hui uniquement aborder une technique qui s'appelle la DCA, hein, ce qu'on appelle le Dollar Cost Average. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le Dollar Cost Average? C'est vous investissez tous les mois une certaine somme, ça doit être plus ou moins la même somme, si possible ça doit être la même somme, et vous investissez dans les marchés financiers. Si, au départ, ça peut être toujours la même action, ensuite, à un moment donné, votre portefeuille va commencer à grossir, il va falloir aussi diversifier. Hein, si vous investissez tout sur une même action, un même secteur, vous allez être exposé à un risque donné. Donc, il va falloir diversifier, mais vous allez investir toujours la même somme. Et si vous augmentez cette somme, il va falloir que cette somme, si possible, elle soit toujours la même, en augmentation constante, ce qui va vous permettre de lisser vos prix d'achat et ces prix d'achat d'actions que vous aurez présélectionnés. Ça vous permettra de ne pas faire des erreurs, de mettre tout sur le même jour, sur un prix. Et que si cette action sélectionnée se mettait à baisser effectivement, vous auriez une baisse de votre capital relativement conséquente. Alors que si vous lissez vos investissements dans le temps, vous aurez un prix lissé dans le temps, et puis si cette action monte, et à un moment donné, vous allez investir dans d'autres secteurs d'activité, d'autres sociétés, dès le moment où elle commencera à monter, et à un moment donné, vous allez avoir un bénéfice, et dans ce moment-là, vous ferez, si je puis dire, de la DCA, hein, Dollar Cost Average, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous allez balancer hein, du capital, vous allez vendre, donc prendre du bénéfice, mais d'une manière bien organisée. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, acheté pour 10 000 euros d'actions, et puis que ces actions ont monté de 50%, ces 10 000 vont être 15 000 en fait, hein, 15 000 euros. Donc vous allez commencer à sortir, pourquoi pas, ces premiers 10 000 euros que vous auriez déjà investis, de façon à reprendre votre capital, et puis les 5 000 euros que vous allez gagner, vous allez laisser sur cette action qui certainement va continuer à monter, même si elle rebaisse un peu, elle remontera au bout d'un moment. Vous allez gagner avec ces 5 000, vous allez vous retrouver avec 7 000, 8 000. Et là, vous avez encore la possibilité de sortir la moitié de, par exemple, hein, ou 20%. Ça, c'est vous qui allez déterminer vos actions de prise de bénéfice. Et puis, à un moment donné, vous allez complètement sortir de cette valeur, sauf si vous souhaitez la garder en long terme. Et là, on va donc aborder justement les questions de timing, d'investissement, et aussi la chose la plus importante pour gagner de l'argent. Il faut vraiment faire du long terme hein, en bourse. Il ne faut pas penser qu'on investit aujourd'hui, puis que dans 10 minutes ou dans 3 jours, vous allez revendre avec des gros bénéfices. Ça arrive, heureusement, ça arrive très souvent, mais il ne faut pas croire que c'est la règle. Hein. Par contre, si vous investissez sur le long terme, n'oubliez pas que les actions, les sociétés, elles ont tendance à monter parce que les sociétés ont un seul but, hein, c'est de gagner de l'argent. Elles sont là pour gagner du fric. Donc, si vous investissez avec ces sociétés-là, elles vont vous en faire gagner et elles vont vous en redistribuer en dividendes une part, et en capitalisation, vous allez aussi capitaliser, puisqu'en tant qu'actionnaire, vous verrez vos titres monter. Et de par ce fait, vous allez vous enrichir. Par contre, il y a un moment donné, il va falloir savoir prendre vos bénéfices, et ça va s'apprendre avec le temps. Suivez mes vidéos, suivez mon portefeuille aussi, par exemple. Ça vous permettra de voir ce que certains peuvent faire. Il y a d'autres personnes hein, qui font ce que je fais. Regardez un petit peu ce que font les gens qui investissent, et essayez de vous en inspirer, et j'espère même de faire mieux
hein. C'est tout, tout le mal que je vous souhaite. Alors, voilà, vous avez choisi votre camp maintenant, vous avez décidé d'investir. Et investir, il faut choisir ses secteurs d'investissement. Vous avez donc la possibilité d'investir sur évidemment un livret A ou un LDD, quelque chose de la sorte, mais si vous faites ça, vous allez avoir du 0,5% par an, avec une inflation de 1 voire 2%, vous allez perdre de l'argent finalement, même si ce qui est écrit sur votre carnet de livret A, avec les intérêts monte avec le temps, votre pouvoir d'achat par rapport à ce qui est écrit sur ce putain de carnet de livret A, vous allez perdre du pouvoir d'achat et perdre de l'argent. Par contre, si vous investissez dans les actions, dans l'immobilier, vous allez forcément gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça sur le long terme. Je n'ai encore jamais vu personne sur le long terme perdre de l'argent à condition d'acheter de bons actifs. Évidemment, hein, si vous investissez sur des titres qui sont voués à l'échec, évidemment, si vous investissez sur des choses très très risquées, évidemment, par exemple, le gars qui aujourd'hui arrive et se dit tiens, je vais investir dans cette classe d'actifs qui est nouvelle là, enfin pas si nouvelle que ça, mais les crypto-monnaies, je vais faire que ça parce que putain, ça prend 300, 500%, 1000% en un mois. Moi, c'est ça que je veux faire, je veux devenir riche rapidement. Bon, bonne chance, hein. Mais je pense que si vous faites ça et que vous mettez tout votre pognon sur les cryptos, par exemple, hein, pour exemple, hein, ça peut être sur autre chose, vous allez finir par perdre tout votre argent, voire une grosse partie de votre argent. Donc, première règle, diversifier. Diversifier parce que si vous avez perdu un peu d'argent ici, vous allez le regagner là, voire plus. Et en même temps, donc vous allez sécuriser vos actifs. Donc, ayez diverses classes d'actifs. Alors, commencez, je pense que le mieux, c'est de commencer par des actions. Si vous avez les moyens d'investir dans l'immobilier, donc si vous avez un peu plus d'épargne, investissez dans l'immobilier locatif en ayant une possibilité effectivement d'utiliser le levier bancaire. L'immobilier, ce n'est intéressant, mais c'est vraiment intéressant que si vous faites appel à la banque. Sans emprunt, l'immobilier, c'est quelque chose, je dirais, qui est proche du livret A, hein, puisque vous allez immobiliser tout votre argent dans des biens immobiliers, et l'immobilier, c'est quelque chose de gourmand en capital, puisque ce sont des grosses sommes tout de suite. Donc c'est forcément dommage d'immobiliser son argent dans de la pierre qui ne va pas bouger, qui va vous procurer très peu de rendement avec des frais quand même, hein, parce que vous allez avoir des frais de remise en état, de frais de notaire qui sont très très élevés. Enfin, l'immobilier, c'est du gagne-petisme en fait, hein, à la base. Et puis surtout, il va falloir bien choisir le bien, parce que dans l'immobilier, vous pouvez aussi perdre de l'argent si vous achetez un bien tout pourri dans une banlieue malfamée, ou enfin, que sais-je, vous allez trouver un truc super pas cher, mais que vous aurez du mal à revendre ensuite. Donc voilà, l'immobilier, ça demande aussi de faire une étude de marché, de comprendre un petit peu ce que vous faites avant de vous lancer là-dedans. Alors qu'en bourse, hein, vous pouvez commencer à ouvrir un compte PEA avec 500 balles ou 1000 balles, puis ensuite de mettre 100 euros par mois ou plus, hein, suivant vos capacités, et puis de vous former petit à petit. Et puis viendra le temps de faire de l'immobilier quand l'immobilier viendra. Donc je vais un petit peu recadrer un petit peu tout ce que je viens de dire rapidement. En fait, il faut comprendre que ce qui est important, c'est de faire du long terme, ensuite du moyen terme, sur les achats d'actions que vous allez faire. Ensuite, avec l'expérience, vous pourrez commencer à avoir une petite allocation d'actifs court terme. Il faut diversifier géographiquement.
des actions, des pétrolières, des actions technologiques, enfin voilà, diversification au maximum, mais pas trop non plus, de vos actifs sur ce qu'on peut faire d'une manière intelligente. Ensuite, vous allez peut-être au bout d'un moment faire de l'immobilier. L'immobilier, c'est du long terme aussi. Vous allez ensuite peut-être, vous allez avoir un peu plus d'argent, ou pour ceux qui en ont un peu plus là aujourd'hui, mais qui cherchent justement à devenir un investisseur rentable, vous allez pourquoi pas avoir une petite allocation d'actifs crypto. Aujourd'hui, attention, les cryptos sont quoi dire, survalorisés. C'est je, voilà, je fais aussi des cryptos, mais il faut être très très prudent. Et faut pas que ça représente plus de 3% de votre capital. Tout ce qui est court terme, enfin pour moi, hein, tout ce qui est court terme ne doit pas représenter plus de 3% du capital, parce que le court terme, quand on fait vraiment du court terme, il y a des règles à respecter. J'ai fait des vidéos, hein, regardez mes vidéos sur le money management, où je parle de comment gérer voilà, le court terme. Et là, vous ferez du court terme quand vous aurez déjà acquis une expérience de long terme et de moyen terme. En fait, le court terme, c'est réservé à des gens qui ont pas mal d'expérience. Souvent, en court terme, même pour des gens comme moi, j'arrive à perdre de l'argent en court terme. Donc, il faut qu'en court terme, vous ayez vraiment des règles extrêmement drastiques pour que les fois où vous perdiez de l'argent soient largement compensés par les fois où vous gagnez. Et tout ça, c'est extrêmement difficile, croyez-moi. Donc évitez le court terme au début. Vous pouvez aussi, effectivement, si vous faites de l'immobilier, créer une SCI. Il y a différents types de façons de faire de l'immobilier, mais souvent la SCI, ça peut être très bien quand on commence, parce que ça vous permet de vous associer avec des gens, de faire une SCI familiale, par exemple, avec, là, je parle à mon ami que j'ai vu vendredi, là, mon pote là, qui lui, visiblement, a tendance à vouloir faire du patrimonial pour ses enfants. Effectivement, faire une SCI familiale, ça a du sens, parce que ça permet de mettre voilà, les membres d'une famille, ou tout simplement faire ça avec des amis aussi, hein. Mais ça permet de drainer un petit peu de capital ici ou là, et ça vous permet donc de pouvoir démarrer quelque chose, alors que seul, vous auriez peut-être pas eu les moyens de le faire. Voilà, donc s'associer, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi monter, si vous avez des capacités, vous pouvez monter une boîte, hein. Ça ne vous empêche pas non plus de travailler dans une boîte. Moi, je sais pas, je travaillais à la SNCF par exemple, ça m'a pas empêché de monter une boîte, puis après deux, et puis de quitter, de quitter la SNCF, parce que c'était pas pour moi rentable, quoi. Donc c'était, je veux dire, par rapport à l'argent qu'on me payait en salaire, j'avais plus envie de passer 8 heures dans un service quelconque à un salaire minable. Donc voilà, mais ça, c'est si vous avez les capacités et les couilles aussi, hein, de monter quelque chose, parce que quand on monte quelque chose, on ne sait jamais si ça va réussir. Donc la private equity, c'est encore aussi une possibilité d'investir, pas forcément dans votre boîte d'ailleurs, hein. Si vous avez des gens qui vous proposent d'investir dans une boîte, étudiez le projet. Si le projet est cool, si vous pensez que ça peut réussir, pourquoi pas investir dans une boîte quelconque dans laquelle vous n'allez pas travailler, quoi, ou dans laquelle vous aurez même aucun pouvoir de décision, mais par contre, la capacité d'avoir un retour sur investissement. Voilà. Ce qui est important, c'est de peser le ratio rendement-risque, de vous dire, voilà, si j'investis là, je vais avoir tel rendement et je vais avoir tel risque. Et donc tout ça, voilà, ça demande à être calculé. Alors maintenant, on va regarder
si vous voulez bien, un petit peu tout simplement l'évolution de notre portefeuille, hein, du portefeuille que je vous présente assez souvent depuis le début de l'année par rapport au 31 décembre. Donc on va voir ça maintenant. Et on va commencer par regarder le camembert. Donc ce qui est important de comprendre, c'est d'abord et avant tout la diversification. Et donc ce camembert que vous avez là devant les yeux vous montre la diversification que j'ai organisée au fil du temps, hein. Elle est assez simple. Vous avez là aujourd'hui à peu près la moitié du capital qui est en immobilier. Cette partie immobilier, donc qui sont des biens immobiliers parisiens, est amenée à diminuer, hein, puisque je suis en train de revoir des stratégies, puisque là actuellement j'ai plus aucun crédit, tout le patrimoine immobilier a été payé. Donc j'ai vraiment réellement un intérêt à modifier un petit peu la structure de mon capital, de vendre ces biens immobiliers pour en racheter d'autres à crédit et de façon à générer du cash, hein, puisque effectivement cette partie-là immobilière est une grosse partie de mon cash qui est complètement immobilisée, et ça, c'est pas bien. Donc, par contre, ça crache effectivement du loyer, et ces loyers peuvent être réinvestis dans les actions. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Et je dirais que le plus intéressant dans tout ça, c'est que c'est une partie c'est certainement la partie la plus stable du portefeuille, et qui est donc moins erratique en termes d'évolution des prix. Alors, vous regardez que l'autre partie du capital est beaucoup axée sur des valeurs pétrolières. Vous voyez qu'on a Total, on a Philips 66, on a Shell, on a BP Mainstream, et je dirais que même qu'on a Air Liquide, qui n'est pas du pétrole, mais qui est quand même une société qui se rapproche beaucoup plus du secteur. Donc pourquoi? Parce que je crois beaucoup au secteur énergétique, parce qu'en fait rien ne se fait sans énergie. Et donc le secteur de l'énergie est un secteur intéressant, je pense, à mettre en portefeuille aujourd'hui. L'autre raison à ça, c'est que toutes les sociétés que vous voyez là, Total, Philips 66, Shell, BP Midstream, sont des sociétés qui versent un dividende trimestriel. Moi, j'aime bien les sociétés qui versent du dividende, parce que ces dividendes ainsi crachés me permettent de les réinvestir, et pas forcément de les réinvestir dans ce même secteur. Ça me permet aussi de diversifier dans d'autres secteurs, notamment depuis quelques temps, hein, déjà, depuis pas mal de temps, j'ai eu une ligne Coca-Cola qui n'a fait que grossir. Coca-Cola qui est une valeur aussi qui verse un dividende trimestriel. Tout ça, ça a du sens en termes ensuite de réallocation d'actifs à partir du moment où on réinvestit ces dividendes. On a aussi LDC qui est poulet de louer, hein, donc ça c'est donc le secteur alimentaire, hein, Coca-Cola et LDC. Donc vous voyez que je suis très peu exposé en fait au secteur alimentaire, sachant que Coca-Cola c'est vraiment une société qui crache du dividende depuis toujours, et donc imaginez que c'est une valeur indestructible, hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut compter aussi sur des dividendes fixes, et du jour au lendemain, vous n'allez pas voir Coca-Cola vous dire bah non, on supprime le dividende cette année parce qu'il y a eu une crise. Non, c'est une valeur qui a du cash en réserve, qui crache du cash continuellement. Donc on peut la garder en portefeuille sur du long terme, très long terme, hein. Ce que je fais, tout ce que vous pouvez voir sur Total, Coca-Cola, Taiwan Semiconducteur, on voit qu'aujourd'hui on a une
pénurie des semi-conducteurs. Donc effectivement, c'est une ligne qui a grossi, hein. Il y a peu de temps, elle n'existait même pas, mais aujourd'hui, depuis 2 mois, elle a fait que grossir. Vous voyez aussi Realty Income, qui est une très très belle valeur immobilière américaine qui a des, de beaux biens, hein, puisque ses clients, parce que c'est uniquement de l'immobilier d'entreprise, donc les clients de Realty Income, c'est Walmart, c'est Amazon, etc., etc. Donc c'est vraiment des loyers qui sont payés rubis sur ongle tous les mois, et c'est une société, Realty Income, qui vous verse un dividende mensuel. Donc ça, c'est aussi très très sympa d'avoir du dividende mensuel. Donc c'est une nouvelle ligne qui a été créée il y a 2 mois, hein, et elle n'a fait que grossir, et elle va continuer à grossir. Tel est mon but. Vous avez Kimberly Clark Corporation, qui est une société qui fait des mouchoirs en papier, des couches culottes. Enfin bon, c'est une société qui en ce moment a quelques petits problèmes pour préserver ses marges, parce que là, suite au Covid, on a des hausses des coûts des matières premières, qui sont le bois, le papier, etc. Et donc le papier, ça fait partie de la matière première la plus utilisée par Kimberly Clark Corporation. Donc c'est une valeur qui en ce moment n'a pas eu le vent en poupe depuis quelques temps, mais voilà, on est sur du long terme aussi, encore une fois. C'est peut-être le moment, quand on a des liquidités, de faire grossir sa ligne. On a AXA qui a très très bien performé là, suite à la fin de crise de Covid, hein. Covid n'est pas terminé, mais on en avait acheté un petit peu dans la baisse, un petit peu comme Total, comme tout un tas d'autres sociétés qui ont été revendues depuis. Mais on a une nouvelle ligne, enfin 2 nouvelles lignes, hein, qui sont rentrées depuis peu dans le portefeuille, c'est Bouygues et Orange. Ensuite, la ligne d'hiver, on va la détailler plus tard, vous la verrez, bon, ce sont vraiment des petites lignes. Et on a une nouvelle ligne crypto qui depuis 2 mois aussi, n'a fait que grossir, et là on a pas mal gagné d'ailleurs sur les cryptos, et on a évidemment des espèces. Et en gros, personnellement, j'essaye moi d'avoir le moins d'espèces que possible, parce que n'oubliez pas, hein, vos actions, c'est aussi des espèces, hein. Il suffit de cliquer sur le bouton vente. Si vous avez besoin d'espèces, tout simplement de vendre une partie, tout ou partie d'une ligne, pour récupérer des espèces. Donc plutôt que de laisser dormir des espèces à zéro, moi je préfère voir mes espèces investies. Mais bon, ceci dit, on a toujours un petit peu d'espèces pour pouvoir continuer ces stratégies d'acquisition. Alors maintenant, on va voir l'évolution graphique. Et on voit bien que dans cette évolution graphique, on voit bien que, euh, pour ceux qui nous rejoignent, hein, qui n'ont encore jamais vu le graphique, on voit bien que, effectivement, c'est erratique. On a effectivement des hausses, même parfois des fortes hausses, mais on a aussi parfois des baisses, et puis parfois des fortes baisses du portefeuille. Si vous souhaitez entrer dans le monde des affaires, si vous souhaitez acheter des actions, si vous souhaitez spéculer, ne croyez pas que ça va être comme le livret A, chaque année, plus, 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 mais enfin plus une misère. Moi, je préfère avoir un graphe erratique qui me permet, euh, en gros, de gagner plus, hein, tout simplement. Parce que je vais vous tracer là sur ce graphique, je vais essayer de vous tracer en rouge ce qu'aurait pu être mon portefeuille si je l'avais placé sur un livret A. Certainement que aujourd'hui, effectivement, j'aurais toujours la même perspective de gain chaque année, et certainement que, voilà, si on regarde
le portefeuille qui était, je ne sais pas, ici vers les 75 000 euros, bah, ici, aujourd'hui, avec les mêmes, avec la même épargne, etc. Aujourd'hui, bah, voilà, aujourd'hui, je serais certainement par là à 380 000, alors que là vous êtes à 800, vers 815 000, quoi. Donc en fait, en gros, c'est assez simple, hein. On voit bien que sur ce type de graphique, hein, qui est bien explicatif, vous voyez bien que le risque paye. Même si vous faites des frayeurs, hein, quelquefois, où les marchés, il y a des cracks, là vous avez la bulle d'Internet, vous avez le, la crise de 2008, ici, alors, je sais pas, vous avez par exemple ici, je vais le mettre en jaune, vous avez ici la bulle d'Internet, vous avez par exemple ici les crises des subprimes, ici vous avez le Covid, mais chaque fois, après chaque crise, vous voyez bien que on a bien remonté, recrise et on remonte, recrise et on remonte, et chaque fois on est plus haut qu'avant la crise, puisque effectivement les marchés financiers n'ont que de cesse que de vouloir monter. Et donc voilà, si vous êtes patient, vous finirez par, avoir raison et puis gagner de l'argent tout simplement. Alors maintenant, nous allons voir aussi le résultat euh, par rapport au 31 décembre de l'an dernier. Et voilà, et on voit donc que sur le résultat d'une diversification assez ordonnée, vous permet, et là on voit que le résultat que sur les actions, hein, puisque la partie immobilière n'est pas incluse dans ce résultat, on voit que la performance de notre portefeuille est de plus de 9%, puisqu'on est à 9,52%, et que depuis le début de l'année, on fait plus de 48 000 euros de plus-value. De plus-value exécutée ou potentielle. Alors, pour ceux qui suivent le portefeuille, je rappelle que pour répliquer ce portefeuille, si vous n'avez pas la somme globale qui figure donc ici, je vais mettre un petit peu de couleur. Si vous n'avez pas cette somme-là, forcément, vous pouvez répliquer en pourcentage de nombre de titres investis. Vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas les moyens, bien sûr, de répliquer le nombre de titres que vous voyez là dans ce fichier Excel. Le gros aussi du portefeuille se situe en haut de ce fichier Excel. Vous voyez, Total, Coca-Cola, AXA, Shell Bitstream, LDC, Taiwan Semiconductor, Realty Income, Air Liquide, Orange, BP, Kimberley, Clark Corporation, Bouygues. Voilà, c'est surtout sur ces valeurs-là que vous allez tirer le même résultat. C'est pas sur les petites lignes qui sont soit des lignes naissantes, soit des actions gratuites conservées. Mais c'est effectivement pas avec des lignes si petitement constituées que vous allez, si vous faites une duplication de mon portefeuille par rapport aux lignes qui sont en bas de ce fichier Excel, vous n'arriverez jamais à dupliquer ce même pourcentage. Donc si vous souhaitez dupliquer au mieux le pourcentage, essayez de dupliquer les valeurs qui sont d'abord par le haut. Et si vous avez les moyens de tout dupliquer, eh ben, dupliquez tout, mais en termes de pourcentage par rapport au même portefeuille. Donc en gros, le portefeuille là, qui atteint pratiquement 10%,
a pas mal baissé cette dernière semaine, puisque en fait on a quelques valeurs qui se sont repliées, et notamment Taiwan Semiconductor qui traverse une petite difficulté, puisque à Taïwan il y a des problèmes de sécheresse, et donc pour faire pour, créer des semi-conducteurs, on a besoin de beaucoup d'eau. Donc en ce moment, il y a quelques petits problèmes de pénurie de semi-conducteurs, et donc Taiwan Semiconductor a un petit peu de mal à répondre à la demande, ce qui crée effectivement une pénurie mondiale. Ceci dit, encore une fois, on est sur du long terme sur cette valeur, et donc personnellement sur cette valeur, moi je suis très très confiant, donc on verra dans les prochains mois certainement cette valeur se reprendre. Donc voilà. Ce que j'avais à dire sur le portefeuille, on voit bien que si on est sur du long terme, bah, on n'est pas dans le stress permanent de se dire ah je perds de l'argent, voilà, on a perdu à peu près 6%, un peu plus de 6% de, de nos gains sur peu de temps. Mais c'est pas très grave parce qu'on en a profité pour vendre du total. On avait une très très grosse ligne totale, et on a vendu 1000 titres total, ce qui nous ont permis d'acheter un peu de Shell, de BP et de Philippe 66. Alors pourquoi j'ai tenu à faire ça? C'est tout simplement parce que Shell, BP et Philippe 66 versent un plus gros dividende que Total aujourd'hui. Donc voilà une des raisons qui m'a fait un petit peu arbitrer au profit de ces valeurs-là. Euh, dans très peu de temps, ces valeurs vont cracher du dividende, et ces dividendes, on va les réinvestir. Il n'est pas exclu que ces dividendes soient d'ailleurs réinvestis sur Total, qui sait. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant sur les arbitrages qui seront faits tôt ou tard. Voilà, maintenant on va aller un petit peu regarder la politique de dividendes. Donc quand je parle de diversification, c'est une chose, et quand on parle de- des dividendes, on a aussi une possibilité, c'est de lisser ces dividendes tout au long de l'année, de façon à avoir de l'argent qui rentre régulièrement, trimestriellement, mensuellement. Et là, ce tableau Excel vous permet de voir tout simplement au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, enfin tous les mois de l'année sont ainsi étudiés en termes de dividendes, et vous avez le total des dividendes qui sont donc versés mensuellement. Et c'est assez important, je pense, d'avoir des dividendes qui sont versés mensuellement, parce que dans la vie de tous les jours, on a des factures à payer qui sont en général mensualisées. Alors, toutes les valeurs qui sont en rouge sont des valeurs qui ont été vendues, d'abord parce que c'était des petites lignes, et puis tout simplement parce qu'elles nous ont donné du bénéfice, et puis qu'il y avait du bénéfice à prendre, et que j'étais plutôt pas sur du long terme sur ces valeurs, mais plutôt sur du moyen terme, qui pouvaient, qui, je pense, pourront à un moment donné basculer sur du long terme. Tout le reste, que vous voyez en noir, c'est du long terme. Donc, ces valeurs ayant été vendues, et bien vendues puisqu'elles ont rebaissé depuis, mais qui ont vocation à être rachetées, puisqu'il y a des dividendes qui vont bientôt tomber. Donc je les ai laissées, par contre je les ai mises en rouge, de façon à ce que vous voyez bien que en fait on n'a pas de dividendes qui tombent de par ces valeurs qui sont en rouge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien d'un seul coup d'œil, avec un tableau Excel de ce type, combien d'argent va tomber au mois de, par exemple là au mois de mai. On voit bien qu'au mois de mai, il va tomber 4795 euros. Et donc, tout simplement,
on peut se préparer à se faire des stratégies de comment allons-nous investir. Tout simplement, c'est somme, hein, c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que vous allez construire, si vous voulez, des revenus qui vous seront versés, parce qu'à un moment donné, dans la vie, hein, vous allez avancer dans l'âge et vous allez avoir besoin de revenus complémentaires pour pouvoir dépenser cet argent et vivre votre retraite tranquille. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu tout simplement avant de vous quitter, une analyse du CAC 40 ainsi qu'une analyse des crypto-monnaies et surtout du Bitcoin. Donc voilà le graphique du CAC 40. Hein, on a vu une jolie baisse, hein, donc vendredi. Bon, après, c'était veille de fête, hein, il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Mais on voit bien que là, ici, Directional Index Mouvement est proche d'être vendeur. Donc on va bien surveiller si croisement il y a de la ligne rouge et de la ligne bleue, hein, s'il y a croisement, hein, sur le Directional Index Mouvement de 12, on ne cherchera pas à midi à 14h, hein, sur ceux qui font du trading, on vendra. Je pense que la possibilité de voir un signal de vente est fort probable. Faut dire qu'on a beaucoup monté, donc il ne serait pas étonnant de voir le marché prendre un petit peu des bénéfices et qu'on s'oriente vers une correction plus ou moins conséquente. Alors concernant le Bitcoin, je vous ressors l'étude, hein, que j'avais faite ici, où on voit ce point ici qui était très important à mon sens, ainsi que ce point ici qui était très important. Donc j'avais tracé tout simplement un trend entre ces deux points-là, sachant qu'ici c'était tout simplement une inertie, hein, ici une inertie et en fait une vive remontée. Je pense que ces points-là qu'on retrouve un peu plus loin, hein, ailleurs, étaient des points très forts que j'ai considérés comme zone à ne pas devoir casser quand on était ici, hein, à partir du moment où on était ici, et puis que le marché est redescendu là-dessus. Effectivement, quand on a rebondi et cassé, j'avais bien dit qu'ici, sur ce point-là, si on cassait donc ce trend-là, j'aurais vendu tous mes bitcoins, toutes mes crypto-monnaies, pour tout simplement pour protéger mes gains. Parce que quand on a gagné, j'avais dû gagner pratiquement 800% sur des crypto-monnaies. Après, encore une fois, comme je le disais en début de vidéo, il faut aussi apprendre à protéger ses gains, sortir ses bénéfices pour les réinvestir ailleurs, ou pourquoi pas attendre pour réinvestir dans le même support. Ce qui fut le cas, puisqu'on l'a cassé ici, mais dans le même temps, finalement, on l'a recassé ici. Et à partir du moment où cette zone a été cassée, on est repassé à l'achat. Donc le Bitcoin est reparti. Il est revenu toucher par deux fois d'ailleurs ce trend pour repartir de plus belle. Là, je pense que ça m'a l'air d'être reparti de plus belle. D'ailleurs, pourquoi? Parce que ici, on voit bien qu'ici le Directional Index Mouvement est reparti acheteur. Donc, en gros, voilà, je me suis repositionné sur
sur les crypto-monnaies. Et je pense maintenant qu'effectivement, on devrait revoir beaucoup plus haut sur le Bitcoin. Mais ce n'est qu'un sentiment étayé par une analyse graphique. Allons quand même un peu plus loin dans l'analyse graphique du Bitcoin. On va regarder ce qui m'encourage à rester acheteur, mais acheteur prudent, hein, parce que quand même, quand on vient on va dire, de 10 000, rappelez-vous, hein, quand même, je vous ai donné les points sur les crypto-monnaies. Quand on a cassé les 20 000, j'ai dit on allait aller à 40 000. Et quand on a cassé les 40 000, ici, à peu près par ici, je vous ai dit qu'on allait aller sur les 60 000, voire plus. Ce qui fut fait. Donc effectivement, tous les objectifs ont été atteints. Dire de 10 000 à 60 000, c'est quand même, beaucoup de hausse en peu de temps. Donc effectivement, cette très 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 forte hausse nous incite à être prudent parce que le retournement, si retournement il y a, et retournement il y aura, le tout est de savoir quand et à quel niveau. Personne ne peut déterminer quand exactement le retournement se fera, ni à quel niveau. Ça peut se faire demain, là ça peut être un faux signal, et puis ce que je suis en train de vous dire, ça sera bullshit, hein. Mais ça peut être sur les plus hauts, là, à 64 000, et puis ensuite ne pas pouvoir passer cette zone, et s'effondrer ensuite, mais ça peut être aussi bien à 70 000, 75 000, 100 000. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on va aller certainement aller faire des petits bisous sur la zone des 100 000, mais dans le timing, je suis complètement incapable de vous dire aussi quand. Et puis d'ailleurs, j'ai aucune certitude sur le fait qu'on aille tutoyer la zone des 100 000 euros. Ce qu'on va regarder quand même, on a vu que Directional Index Mouvement était acheteur sur le Bitcoin. Ce qu'on va regarder, c'est la bande Bollinger 18, 18.2, hein, que j'utilise moi perso. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, ici il y avait une sortie de Bollinger et que effectivement, quand on sort du Bollinger, on a tendance à revenir dedans. Puisque c'est un peu du paranormal, là, on était vraiment, on avait trop baissé, tout simplement. Donc on est revenu sur des cours raisonnables par rapport à l'ensemble des prix qu'on a pu voir sur le mois passé. Maintenant, ça ne veut pas dire que, puisqu'on est sorti de là, qu'on va aller forcément retoucher la bande Bollinger supérieure, mais en tout cas, c'est souvent la mise, hein. On voit bien, par exemple, qu'ici, sur cette zone-là, quand on a rebondi sur cette zone-là, on voit bien qu'on a été même perforé cette zone Bollinger supérieure. Donc, l'objectif, hein, serait quand même les 64-65 000 euros dans un premier temps par rapport à l'analyse bollingistique. Maintenant, on va regarder Ichimoku, parce que ça, c'est très très important. On voit bien que sur Ichimoku, vous voyez tout ce Kumo là qui est en bleu-violet. Depuis le début du bull run, depuis le début de cette superbe hausse, les cours n'ont jamais pu même approcher le Kumo. Hein, le Kumo sur l'analyse Ichimoku, qui est une analyse japonaise, ne fait approcher les cours qu'il y a peu de temps, en fait. Et donc, en fait, on voit très bien que depuis le mois de novembre, fin octobre-novembre, on voit bien que les cours n'ont fait que monter et ont été complètement toujours très très loin du Kumo. Là, dernièrement, on a vu que
les cours. Et ça s'est passé tout simplement au mois d'avril, hein, ont perforé le Kumo sans pouvoir aller toucher la bande inférieure du Kumo, donc sans passer, tout simplement, sans pouvoir passer le Kumo, et même en ressortir d'une manière relativement violente. Et donc je pense que tout simplement, cette analyse Ichimoku nous montre qu'il y a une force acheteuse encore très très forte sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Moi personnellement, je suis surtout sur du BNB en fait, hein. Mais l'analyse est la même. Le BNB est même beaucoup plus haussier que le Bitcoin pour l'instant. Maintenant, pourquoi on est revenu toucher ça? C'est parce que tout simplement le marché a besoin de souffler. Il y a eu quelques prises de bénéfices, certes oui, mais quand on analyse en profondeur ce qui se passe sur les bitcoins, on voit que les, les possesseurs de bitcoin les conservent, les mettent au coffre et on a quand même des acheteurs de longue durée qui continuent à conserver leur bitcoin, ce qui tente à prouver que ces gens-là estiment certainement à juste titre que la valeur Bitcoin va continuer à s'apprécier tout simplement puisqu'ils ne les vendent pas. Donc on va regarder une autre analyse qui est donc on va fermer tout simplement Ichimoku et on va regarder la moyenne de 12. Et on voit que la moyenne de 12, si on retire les cours, eh bien, elle vient de croiser là aujourd'hui, hein, parce que l'avantage du Bitcoin, des crypto-monnaies, c'est que ça tourne 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et là, on voit que on vient d'avoir un signal d'achat sur la moyenne de 12 sur le Bitcoin. Donc, personnellement, je reprends confiance depuis le signal d'achat, hein, qu'on a vu là, il y a très peu de temps, et donc je me suis repositionné voilà, sur les crypto-monnaies. Donc maintenant, l'avenir nous dira voilà, si j'ai eu raison ou tort, hein, puisque effectivement on n'a pas toujours raison. Ça, c'est une chose qu'il faut bien, bien s'imprégner, hein, c'est que effectivement, ce qui compte, si vous arrivez à gagner 7 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, il faut accepter de perdre 2 ou 3 fois sur 10. Et surtout, même si vous gagnez que 6 fois sur 10, par contre, quand vous gagnez, il faut essayer de gagner beaucoup plus que quand vous perdez. D'où l'intérêt de mettre des stops. Et je vais terminer là-dessus. Tout simplement, si, supposons, faire une petite vidéo pour vraiment les débutants, les novices, qui nous rejoignent sur cette chaîne, je vais un petit peu rabâcher. Si vous avez acheté en DCA, ce que j'ai expliqué en début de vidéo, c'est que vous avez acheté ici, vous avez acheté ici, vous avez encore acheté ici, vous avez acheté ici, vous avez encore acheté ici, et encore ici, puis encore, pourquoi pas ici. Vous avez un prix moyen, et votre prix moyen, il va se situer, et là cette fois-ci je vais mettre ça en violet, vous avez un prix moyen qui va donc se situer plutôt dans cette zone-là. Donc vous allez avoir acheté à 33 000 dollars, tout simplement. Effectivement, quand vous avez acheté à 33 000 dollars, ce que je vous avais dessiné tout à l'heure, c'était intéressant de mettre un stop par ici, hein, de façon à protéger ses gains, tout simplement. Et par contre, une fois protégé, si le signal se remettait à l'achat, comme c'est le cas là, eh ben on se remet dedans, tout simplement parce qu'on espère que ça va continuer. Mais au moins tout ça, ça a été protégé. C'est ça important. C'est ça qui est vraiment important, c'est de savoir protéger ses gains. Donc de faire de la DCA, acheter, 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 ça ne veut pas dire de continuer à acheter jusqu'à ce que les arbres montent jusqu'au ciel.
Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une statistique de vos cours d'achat, de la valorisation en instant T de vos valeurs. Hein. C'est valable là sur le Bitcoin, mais c'est valable sur toutes les valeurs. Une fois que vous avez votre valorisation euh, à l'instant T et la valorisation à laquelle vous avez acheté votre actif, vous protégez vos gains. Et par contre, n'hésitez pas à vous remettre dans le sens quand c'est positif et puis que ça vous paraît intéressant de se remettre dans le sens, quitte à racheter au même prix, hein, puisque là en fait j'ai racheté mes cryptos quasiment au même prix que j'étais sorti, mais pendant que j'étais sorti, j'étais pas exposé au risque du marché. C'est ça qu'il faut, peu importe la valeur que vous traitez, les supports qui sont utilisés, cette technique est certainement la plus intéressante à mettre en œuvre, surtout quand vous commencez, c'est de faire de l'accumulation, pardon, quand vous achetez, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, et à un moment donné, quand vous avez bien gagné, quand vous avez suffisamment gagné et que vos objectifs sont atteints, et ben vous faites de la distribution. Après l'accumulation, distribution. On est dans le yin et le yang. Vous êtes dans la force et la faiblesse. Quand la valeur se retrouve en situation de faiblesse, mettez-vous du côté de la force, vendez. Quand les forces sont acheteuses, achetez. Quand les forces sont vendeuses, redistribuez. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans cette vidéo sur un petit peu la psychologie de marché et sur aussi l'étude des individus. Hein. Surtout, hein, revenez toujours sur ce premier point que j'avais abordé, cette histoire des classes d'individus qu'on a, c'est les riches, la classe moyenne et les pauvres. Essayez de choisir la classe dans laquelle vous souhaitez aller, quel type d'individu vous souhaitez être. Est-ce que vous souhaitez être un pauvre et acheter des trucs souvent bien inutiles ou des trucs pas chers, et puis dépenser l'ensemble de ce que vous gagnez? Est-ce que vous souhaitez passer de la classe moyenne à riche, ou tout simplement de la classe pauvre à classe moyenne supérieure? Tout le monde ne pourra pas devenir riche, mais de devenir plus riche que ce que vous êtes, vous, actuellement, c'est pas la peine de vous comparer aux plus riches. L'important, c'est d'avoir progressé, l'important, c'est de vivre mieux, de dépenser mieux, de pouvoir avoir une vie meilleure. C'est surtout à ça que sert l'argent. Voilà, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, hein, des petits likes, ça me fera plaisir. Et puis, pareil, c'est bon pour le référencement, donc je vous le demande jamais, mais effectivement, les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Très bientôt, je vous souhaite un excellent week-end.